Une mère et ses deux enfants se sont retrouvés coincés dans les montagnes pendant une tempête de neige. Le froid les consumait lentement, et l'espoir disparaissait peu à peu, jusqu'au moment où un chien étrange est apparu dans l'obscurité. Il les a conduits à un immense manoir désert, et ce qui s'est passé ensuite a changé leur vie à jamais. Abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez. La nuit semblait ne jamais vouloir finir, comme si le ciel entier s'était ligué contre Megan Reed pour la pousser au bord du désespoir. Depuis des heures, le vent hurlait à travers les montagnes, déchirant les ténèbres de ces rafales glacées qui frappaient la petite cavité rocheuse où elle s'était réfugiée avec ses deux enfants. La paille résiduelle du sol gelé n'apportait aucune chaleur, et la paroi humide rendait l'air encore plus mordant. Megan sentait ses propres doigts s'engourdir malgré ses efforts répétés pour les réchauffer. Elle gardait Lucie contre sa poitrine, la petite tête blonde plongée dans le creux de son cou, tandis qu'Ethan, recroquevillé contre son autre flanc, tremblait sans parvenir à se calmer. Elle essayait de les envelopper autant que possible, comme si son corps pouvait lutter à lui seul contre la cruauté de cet hiver qui avait surgi de nulle part. 3 jours plus tôt, elle avait quitté sa maison, ou plutôt celle qu'elle avait partagée avec son mari jusqu'au divorce. Elle n'emporterait jamais de volontiers les images de ces dernières années, les cris, les insultes, le regard dur et froid d'un homme qui avait fini par lui voler toute confiance en elle. Elle avait résisté longtemps, au nom de ses enfants, au nom d'une normalité fragile qu'elle voulait leur offrir. Mais il avait persisté, encore et encore, jusqu'au jour où elle avait compris que rester signifiait exposer Lucie et Ethan à une violence qu'ils ne méritaient pas. Alors elle avait pris son courage, avait rassemblé quelques valises, les passeports, quelques jouets choisis par les enfants eux-mêmes, et avait tout déposé dans le vieux sedan que le divorce lui avait laissé en guise de seul bien réel. Sur la banquette arrière, Lucie s'était installée avec sa poupée préférée, Ethan avec une petite voiture rouge qu'il ne quittait jamais, et Megan avait démarré le moteur pour s'éloigner de ce qui n'avait plus rien d'un foyer. Elle avait imaginé ce trajet comme une transition, une ligne droite vers une nouvelle vie dans un petit village derrière le col, où un poste d'assistante lui était promis. Elle s'était dit qu'une fois arrivée, elle pourrait louer une petite maison, offrir aux enfants des nuits paisibles, retrouver un rythme. Il suffisait juste de traverser les montagnes et de s'accrocher à cette promesse. Mais le ciel en avait décidé autrement. D'abord, ce n'était qu'une fine neige tombant paresseusement sur le pare-brise. Megan avait d'abord trouvé le spectacle apaisant, presque beau dans sa douceur. Quelques kilomètres plus loin, le vent avait commencé à se lever et la neige à s'intensifier. Le dégradé subtil était devenu une chute compacte, tourbillonnante, qui avalait la route à vue d'œil. La radio avait perdu le signal. Le téléphone ne captait plus. Lucie avait demandé pourquoi la neige était tellement en colère, et Megan avait faim d'être rassurante. Puis tout s'était accéléré. La visibilité était devenue quasi nulle. Le vent latéral poussait la voiture dangereusement vers le fossé, et une plaque de verglas, invisible sous l'épaisse couche blanche, avait fini par déporter la voiture hors de la route. Le sedan avait glissé, heurté un monticule, puis s'était immobilisé dans un amas de neige qui bloquait les roues. Megan avait essayé de redémarrer le moteur, encore et encore, jusqu'à épuiser la batterie. Elle savait qu'il ne pouvait pas rester là. Le froid s'infiltrait dans la voiture comme une eau glacée dans une fissure. Les enfants commençaient à claquer des dents. Elle avait dû prendre une décision rapide. Sortir dans la tempête avait été un supplice. Le vent giflait leur visage, la neige aveuglait, et chaque pas semblait les enfoncer un peu plus dans un piège blanc. Pourtant, elle avait aperçu quelque chose dans le relief, une forme sombre, une ouverture dans la pierre qui pouvait offrir un minimum d'abri. En réalité, ce n'était qu'une petite grotte, assez large pour qu'ils y tiennent assis, mais à peine protégés du froid mordant. Elle les avait enveloppés tous les deux contre elle, frottant leurs bras, soufflant de l'air chaud sur leurs doigts minuscules, tout en écoutant le hurlement continu du vent qui résonnait comme un long cri de désespoir. Les heures s'écoulaient, interminables. Lucie somnolait par brèves minutes, sa respiration faible et irrégulière. Ethan, parfois, gémissait doucement avant de replonger dans un mutisme glacial. Megan sentait la terreur l'envahir, une terreur primitive, celle de voir ses enfants lui échapper, de les sentir froids, inertes, incapables de tenir jusqu'au matin. Elle refusait d'abandonner, mais ses propres jambes tremblaient sans qu'elle puisse les contrôler.
Elle regardait le ciel noir au-delà de l'ouverture de la grotte, un ciel qui ne laissait apercevoir aucune étoile, comme si le monde avait éteint toutes ses lumières. Elle pensa à son mari, à ce qu'il aurait dit si elle avait échoué. Elle pensa à toutes ces nuits où elle avait serré les dents pour ne pas faire de bruit en pleurant. Elle pensa au petit matin où Lucie venait se glisser dans son lit, juste pour être près d'elle, et à Ethan qui demandait toujours si demain serait un bon jour. Elle sentit les larmes monter, brûlantes malgré le froid. Elles coulèrent sur ses joues et gelèrent presque aussitôt. Elle ne pleurait pas pour elle. Elle pleurait pour eux, pour la vie qu'elle avait essayé de sauver et qui semblait maintenant glisser entre ses doigts comme de la neige. Elle finit par murmurer une prière, à peine audible, mélange de supplication et de regret. Elle n'était pas une femme particulièrement religieuse, mais dans la noirceur de cette grotte, au milieu de ce froid mortel, elle sentit que c'était la seule chose qu'elle pouvait encore offrir. Elle demanda une chance, une seule. Pas un miracle, juste une ouverture, un signe, quelque chose qui pourrait briser la fatalité qui se resserrait autour d'eux. C'est à ce moment précis qu'elle entendit un bruit différent. Un petit frottement, léger, presque étouffé par le vent. Elle releva la tête, tendit l'oreille. Un autre son. Quelque chose approchait. Elle retint sa respiration, le cœur serré par l'angoisse. Un animal sauvage? Un prédateur? Elle resserra les enfants dans ses bras, prête à encaisser l'inévitable. Mais ce qu'elle vit au bout de la grotte n'avait rien de menaçant. Une silhouette dorée se découpait entre les bourrasques de neige. Une lueur chaude, presque irréelle, se forma autour d'un grand labrador au pelage clair, secoué par le vent mais parfaitement vif. Ses yeux brillaient d'une intelligence qui surprit Megan. Il resta immobile quelques secondes, les observant comme s'il évaluait leur état. Puis il fit un pas vers eux, puis un autre, lentement, prudemment, presque avec douceur. Megan sentit son souffle se couper. Pas de peur, mais d'étonnement. Le chien s'approcha encore, remua légèrement la queue, puis se retourna vers l'extérieur, jetant un regard insistant par-dessus son épaule, comme s'il les invitait, comme s'il leur disait qu'il existait un chemin, quelque chose au-delà de cette grotte froide. Un chemin qu'ils n'auraient jamais pu trouver seuls. Elle comprit instinctivement que ce n'était pas un hasard, que cet animal ne s'était pas égaré par miracle devant leur refuge. Il était venu pour eux, pour les sauver. Megan inspira profondément, sentit un élan nouveau naître en elle, fragile mais réel. Peut-être que la prière avait trouvé un écho. Peut-être que la chance qu'elle avait demandée venait d'arriver sous la forme inattendue d'un chien doré, au regard lumineux. Elle serra Lucie et Ethan une dernière fois contre elle, puis murmura d'une voix faible, mais décidée. « On va le suivre. Il veut nous aider. » Et malgré le froid qui mordait leurs membres, malgré la fatigue qui menaçait de les faire tomber à chaque pas, elle se redressa, prit ses enfants par la main et se prépara à sortir de la grotte, guidée par cette lueur vivante qui les attendait dehors. La tempête continuait de hurler, mais quelque chose venait de changer. Très faiblement, presque imperceptiblement, un fil d'espoir venait de s'allumer au cœur de la nuit. La tempête n'avait pas faibli lorsque Megan sortit de la grotte, tenant Lucie d'une main et Ethan de l'autre, leurs petits doigts glacés s'agrippant aux siens, avec une force qui trahissait autant la peur que la fatigue. Pourtant, malgré la violence du vent qui continuait de fouetter leurs visages, malgré la neige qui s'écrasait en masse épaisse contre leurs jambes, il y avait une différence notable dans l'air, comme si leur sortie n'était plus un acte désespéré, mais un pas vers quelque chose de possible. Le labrador doré les attendait à quelques mètres, immobile, les oreilles légèrement baissées, son pelage brillant sous les rafales, comme s'il conservait autour de lui un halo de chaleur que le froid n'arrivait pas à dissiper. Dès qu'ils s'approchèrent, il fit demi-tour et avança dans la tempête. Chaque mouvement précis, assuré, comme s'il connaissait parfaitement le terrain invisible sous la neige. Megan sentit son cœur battre plus vite, non pas de terreur maintenant, mais d'un mélange étrange de tension et d'espoir. Il n'y avait pas de raison rationnelle de faire confiance à ce chien inconnu, mais au fond d'elle, quelque chose murmurait que ce choix était le seul possible. Lucie trébucha dans une congère, et le chien s'arrêta aussitôt, revenant vers elle pour toucher sa main de son museau, comme pour l'encourager. Ethan, les yeux grands ouverts malgré le froid, murmura quelque chose d'inaudible, peut-être le début d'un mot, peut-être simplement l'expression fragile d'un émerveillement enfantin.
Megan se pencha pour redresser Lucie, resserra leur emprise et recommença à marcher, suivant obstinément le chemin que le chien traçait pour eux. Le vent s'engouffrait partout, entre leurs vêtements, sur leurs visages, sous leurs pas. Chaque mouvement semblait peser des dizaines de kilos, et Megan sentait ses muscles protester. Plusieurs fois, elle pensa qu'elle n'arriverait pas à continuer, que ses jambes allaient céder sous la tension et le froid. Mais chaque fois qu'elle faiblissait, le chien se retournait, la fixait de son regard clair et déterminé, et elle reprenait courage. Il y avait quelque chose de profondément apaisant dans cette présence silencieuse, comme si ce labrador possédait une certitude qu'elle-même n'avait plus. Le trajet sembla durer une éternité. Il n'y avait aucune marque, aucun repère visible. Tout était blanc, uniforme, hostile. Par moments, Megan avait l'impression qu'ils tournaient en rond, que le chien les conduisait simplement à travers une mer de neige sans destination. Mais il avançait toujours droit devant, avec une assurance parfaite, sans jamais hésiter. Cela seul suffisait à la convaincre que quelque chose se trouvait au bout de ce chemin invisible. Puis soudain, une lueur. Au début, Megan pensa que c'était un mirage, une illusion nimbée de fatigue et de désespoir. Une faible lueur jaune vacillante, qui se dessinait à travers les bourrasques. Elle cligna des yeux, croyant que le vent lui jouait un tour, mais la lueur ne disparut pas. Au contraire, elle grandit, se précisa, prit forme. Une fenêtre éclairée. Son souffle se coupa. Elle sentit Lucie tirer sur sa main, comme si la fillette avait perçu elle aussi ce changement dans l'air. Ethan leva la tête et murmura quelque chose qui ressemblait à un petit cri. Le chien accéléra légèrement, pressé de les y mener. Et en émergeant finalement de la tempête, Megan aperçut l'énorme structure sombre et majestueuse qui se dressait devant eux. Un manoir massif, solitaire, posé au milieu des montagnes comme une forteresse oubliée. La neige recouvrait son toit et ses balcons, mais plusieurs de ses fenêtres brillaient d'une lumière chaude et douce. Megan n'en croyait pas ses yeux. Qui pouvait vivre ici, dans un lieu aussi isolé? Pourquoi y avait-il de la lumière? Pourquoi la porte était-elle ouverte? Car en s'approchant, elle vit nettement que le battant principal, lourd et massif, n'était pas verrouillé et laissait filtrer une lueur dorée depuis le hall d'entrée. Le chien s'arrêta devant la porte, se retourna une dernière fois vers eux, puis entra sans hésitation dans la chaleur intérieure. Sous l'impulsion presque physique de cet acte, Megan franchit à son tour le seuil avec les enfants. L'air chaud les enveloppa comme une couverture invisible. Le contraste avec l'extérieur était si brutal qu'elle en eut presque les larmes aux yeux. Lucie poussa un petit gémissement de soulagement, tandis qu'Ethan ferma les yeux pour savourer ce moment de répit. Le hall était immense, aux murs recouverts de boiseries sombres et élégantes. Un tapis rouge profond s'étalait sur les marches d'un large escalier en colimaçon, et plusieurs lampes diffusant une lumière stable éclairaient la pièce. Tout semblait propre, entretenu, vivant, comme si quelqu'un veillait chaque jour sur cet endroit. La porte se referma lentement derrière eux, coupant le hurlement du vent. Et c'est à cet instant qu'un bruit lourd, régulier, se fit entendre en haut de l'escalier. Des pas. Lents, fermes, décidés. Megan resserra instinctivement sa prise autour de Lucie et Ethan, son cœur repartant au galop, son esprit s'apprêtant à affronter une nouvelle menace. Mais au lieu d'un cri ou d'un geste hostile, elle vit apparaître un homme d'une 60aine d'années, grand, aux épaules larges, au visage marqué par des rides profondes qui donnaient à son expression une dureté naturelle. Ses cheveux gris étaient coiffés avec retenue, et sa tenue, simple mais impeccable, révélait une discipline de vie presque militaire. Il descendit quelques marches, s'arrêta en les voyant, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Il y avait de la surprise dans son regard, de l'inquiétude même. Pendant un instant, personne ne dit rien. Il détaillait la femme et les 2 enfants en guenilles glacées, leurs visages rougis par le vent, leurs vêtements trempés par la neige. Puis son regard glissa vers le labrador qui se tenait à côté d'eux, calmement, comme pour dire « Oui, c'est moi qui les ai amenés ». Quelque chose changea dans l'expression de l'homme. La dureté initiale sembla s'atténuer, remplacée par une forme d'incrédulité mêlée de compréhension. Il descendit lentement les dernières marches, s'arrêta à quelques pas et demanda d'une voix grave mais mesurée, avec un léger accent de fatigue. « Est-ce que tout va bien? Vous venez de dehors
Dans cette tempête, Megan hocha la tête, incapable de répondre immédiatement, la gorge serrée. Elle réussit tout de même à articuler qu'ils avaient eu un accident sur la route, qu'ils s'étaient retrouvés piégés dans la neige et que le chien les avait menés jusqu'ici. En entendant cela, l'homme posa un regard prolongé sur le labrador, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose d'inexplicable. Puis il soupira, comme si une tension oubliée s'était soudain réveillée en lui. Il ne posa pas de questions supplémentaires. Au lieu de cela, il invita calmement Megan à s'approcher de la cheminée du salon attenant, où brûlait un feu discret mais chaleureux. Il ne fit aucun mouvement brusque, aucune remarque sèche. À chaque geste, il gardait un œil sur les enfants, sur leurs lèvres violacées, leur respiration heurtée. La compassion, pourtant discrète, transparaissait clairement. Tout cela semblait surréaliste pour Megan, comme si elle venait de traverser un cauchemar pour tomber dans une sorte de refuge inattendu. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce manoir n'était pas seulement un abri pour une nuit glaciale. Il était un carrefour, un lieu où des secrets enfouis depuis longtemps attendaient d'être révélés, où les destins des vivants se mêlaient à ceux disparus depuis des années. Et à cet instant précis, alors qu'elle posait la main sur le dossier d'un fauteuil pour asseoir ses enfants, elle avait déjà commencé, sans le savoir, à pénétrer au cœur de cette histoire. Le chien s'installa à leurs pieds, la tête haute, le regard tourné vers l'homme comme s'il savait que quelque chose d'important venait de commencer. Megan lui caressa doucement la tête, incapable encore d'exprimer toute la gratitude qu'elle ressentait. Le manoir était silencieux, mais pas vide. Il respirait, comme un organisme ancien prêt à dévoiler ses secrets. Et quelque part dans cet espace chaleureux qui contrastait tant avec la violence extérieure, une sensation nouvelle s'installa en elle. Celle d'être arrivée, non pas par hasard, mais parce que ce lieu et cet homme et ce chien avaient un rôle à jouer dans ce qui allait suivre. Le feu dans la cheminée crépitait doucement, projetant des lueurs dansantes sur les murs du salon. Cette chaleur nouvelle, presque trop douce pour leurs membres encore engourdis, enveloppait Megan et ses enfants comme une étreinte bienveillante. Lucie s'était endormie presque aussitôt, la tête posée sur le bras du fauteuil, tandis qu'Ethan, épuisé, s'était pelotonné contre elle. Le chien doré, leur mystérieux guide, s'était allongé près du foyer, comme s'il veillait à ce que le froid de la montagne ne franchisse plus le seuil de la pièce. Avec la lumière vacillante, son pelage brillait comme de l'or fondu. Megan, elle, restait sur le qui-vive. Même si la chaleur la pénétrait lentement, même si ses muscles commençaient à se détendre, elle ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait chez un inconnu, au cœur d'un manoir isolé, dont elle ignorait tout. L'homme qui les avait accueillis revint avec 3 couvertures épaisses. Il en posa une sur Lucie, une sur Ethan, et tendit la 3e à Megan. En se rapprochant, elle put mieux distinguer ses traits, un visage marqué par le temps et la fatigue, mais aussi par une noblesse calme, presque résignée. Il semblait être un homme habitué à porter de lourds fardeaux. Il se présenta finalement, Thomas Blake. Sa voix grave résonnait dans la pièce comme un écho d'un autre temps. Il ne parla pas beaucoup au début, se contentant d'observer les enfants pour s'assurer qu'ils allaient de bien, puis de jeter un regard appuyé au chien, dont la présence semblait l'intriguer autant que l'inquiéter. Quand il comprit que Megan avait retrouvé suffisamment de force pour tenir une conversation, il l'invita à s'asseoir près de la cheminée et prit place dans un fauteuil voisin. Il ne se montra ni curieux ni indiscret. Ses questions étaient simples, presque pratiques. D'où venait-il? Que s'était-il passé sur la route? Comment avait-il survécu jusqu'ici? Megan répondit avec des phrases hachées par l'épuisement, racontant l'accident, la grotte, la tempête. Elle parla surtout du chien, de sa façon de les guider, de la certitude étrange qu'elle avait ressentie en le suivant. À ces mots, Thomas fronça les sourcils, comme si un souvenir lointain venait de remonter à la surface. Il baissa les yeux vers le labrador qui les observait avec son calme habituel et murmura presque pour lui-même que ce chien n'était pas à lui. Megan s'attendait à une explication quelconque, mais Thomas demeura silencieux, comme si ce simple aveu contenait déjà trop d'implications. Le chien leva la tête vers lui, et un étrange échange silencieux sembla se produire entre l'homme et l'animal. Un échange lourd de sens, mais auquel Megan ne comprenait rien. Pour détourner son propre trouble, Thomas se leva finalement et invita Megan à le suivre dans le hall. Elle hésita à laisser les enfants, mais le regard tranquille du labrador la rassura.
Ils restèrent donc à dormir près du feu pendant que Meghan suivait Thomas dans la pièce principale du manoir. Le hall était immense, encore plus impressionnant que ce qu'elle avait perçu en entrant. Les murs étaient ornés de portraits peints, de tapisseries somptueuses, de meubles anciens dont l'éclat prouvait un entretien régulier. Rien n'était abandonné ici, malgré l'isolement du lieu. Thomas l'arrêta devant un grand portrait accroché au mur principal. Il représentait un homme d'une quarantaine d'années, élégant, au regard franc et à la posture assurée. À ses pieds, un labrador doré était assis, presque identique à celui qui dormait maintenant près de la cheminée. Meghan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle s'attendit à une explication immédiate, mais Thomas resta silencieux. Elle finit par demander qui était cet homme. Thomas prit une légère inspiration, comme s'il devait rassembler des fragments de mémoire qui lui faisaient encore mal. Il lui expliqua d'une voix lente que cet homme était Jonathan Hale, le propriétaire du manoir. Un philanthrope, un visionnaire, quelqu'un qui avait consacré sa fortune à aider les autres. Selon Thomas, Jonathan avait disparu 5 ans plus tôt, sans laisser la moindre trace. Tous l'avaient cru mort, victime d'un destin tragique lié à des affaires dangereuses dont personne n'osait parler à voix haute. Depuis ce jour, Thomas, qui avait été son ami, son confident et autrefois un détective chevronné, avait pris en charge la demeure, la maintenant en vie, malgré l'absence de son maître. Meghan regarda de nouveau le portrait. Le chien peint ressemblait tellement au leur qu'elle ne put s'empêcher de demander s'il s'agissait du même animal. À sa grande surprise, Thomas répondit catégoriquement que Jonathan n'avait jamais eu de chien, que l'animal sur le portrait n'était qu'un symbole ajouté par l'artiste pour représenter la loyauté et l'amitié. Cette réponse la troubla. Comment un chien qui apparaissait sur un tableau représentant un homme disparu pouvait-il se retrouver à guider aujourd'hui une mère et ses enfants perdus dans une tempête? Était-ce une coïncidence, une illusion, ou quelque chose de plus profond et de plus déroutant? Le silence qui suivit cette révélation pesa lourdement. Le manoir semblait résonner d'une présence invisible, d'une histoire qu'elle ne connaissait pas encore, mais qui s'imposait à elle au fur et à mesure que Thomas parlait. Il finit par l'inviter à s'asseoir dans la bibliothèque, une pièce où il disait se rendre quand il avait besoin de réfléchir. C'est là qu'il lui raconta le reste. Il parla de son passé de détective, de sa rencontre avec Jonathan, de leur amitié forgée dans des affaires complexes et dangereuses, de leur lutte commune contre un financier corrompu et impitoyable nommé Marcus Voss. Il raconta comment Jonathan avait rassemblé des preuves contre cet homme, risquant sa vie pour sauver celle des autres. Comment, en représailles, Voss avait ordonné l'assassinat de la famille entière de Thomas. À ce souvenir, la voix de l'homme se brisa légèrement, signe d'une douleur qu'il portait encore au plus profond de lui. Il expliqua ensuite que Jonathan avait disparu peu après, que personne n'avait jamais retrouvé son corps, que l'enquête n'avait mené à rien. Thomas, seul et désespéré, avait choisi de s'installer dans le manoir, espérant un jour comprendre cette disparition que tout le monde avait acceptée sauf lui. Pendant qu'il parlait, Meghan sentait un malaise croître en elle. Non pas un malaise de peur, mais la sensation que tout ce qu'elle vivait n'était pas une série d'événements isolés. Le chien doré, le manoir, cet homme marqué par le deuil, ces portraits, cette tempête, tout semblait converger vers une vérité enfouie qu'elle ne parvenait pas encore à cerner. Elle se surprit à regarder vers l'entrée, comme si le chien allait surgir pour confirmer ses intuitions. Et comme pour répondre à ses pensées, il apparut soudain, trottant tranquillement vers eux, puis s'arrêta devant Thomas et leva les yeux vers lui, comme s'il attendait quelque chose. Thomas se pencha légèrement vers lui, et un silence intense s'installa dans la pièce, un silence profond, chargé d'une signification que ni Meghan ni Thomas n'osaient encore formuler. Il semblait que ce chien n'était pas là par hasard, qu'il n'était pas seulement un guide providentiel pour Meghan et ses enfants. Il faisait partie de cette maison, de son histoire, de ce mystère que Thomas et Jonathan avaient laissé inachevé. Le vent continuait de souffler dehors, mais à l'intérieur, les premières pièces d'un puzzle complexe commençaient à se mettre en place. Meghan sentit que la nuit ne faisait que commencer, que le refuge qu'elle avait trouvé était beaucoup plus qu'un abri contre la tempête. Elle était entrée dans un lieu où le passé n'était pas mort, où les ombres des disparus marchaient encore, et où un chien doré semblait porter en lui la clé d'une vérité que personne n'avait encore assumée. Quand elle rejoignit ses enfants pour les regarder dormir,
Une pensée étrange lui traversa l'esprit, aussi dérangeante que certaine. Elle n'était pas arrivée ici par hasard. Le manoir l'avait appelée, et le chien l'y avait menée pour une raison qu'elle n'était pas encore prête à entendre. Mais très bientôt, elle le saurait. La nuit avait fini par basculer dans un silence profond, comme si la tempête elle-même avait perdu sa force au seuil du manoir. Le vent continuait d'effleurer les fenêtres, mais ce n'était plus qu'un souffle assourdi, presque timide, comparé au hurlement furieux qui, quelques heures plus tôt, semblait qu'on a vouloir avaler toute trace de vie. Dans le salon, les flammes baissaient doucement en intensité, diffusant une lumière dorée qui faisait danser des ombres paisibles sur les murs. Megan avait fini par s'assoupir quelques instants près de ses enfants, sans se souvenir du moment exact où ses paupières s'étaient fermées. Lorsqu'elle ouvrit de nouveau les yeux, le chien doré était assis en face d'elle, immobile, son regard fixé sur elle, comme s'il attendait qu'elle se réveille. Elle se redressa lentement, ses muscles encore lourds de fatigue. Le manoir semblait presque trop calme, comme si quelque chose d'important se préparait dans ce silence. Le chien se leva, étira ses pattes, secoua légèrement sa tête, puis s'approcha pour lui effleurer la main de son museau. C'était une invitation, douce mais ferme. Megan sentit son cœur battre un peu plus vite. L'instinct qui l'avait poussé à suivre cet animal dans la tempête ressurgit, puissant, indiscutable. Tout en veillant à ne pas réveiller Lucy et Ethan, elle se leva et suivit le labrador, qui traversa le couloir d'un pas déterminé. La maison semblait différente à présent, comme si elle observait Megan tout autant qu'elle la guidait. Les murs, les tableaux, les boiseries semblaient garder en eux des traces d'histoire qu'elle n'avait pas encore découvertes. Thomas apparut soudain au bout du couloir, une lampe à la main. Il n'avait pas dormi non plus. Ses traits semblaient encore plus tirés que la veille, mais dans ses yeux brillait une lucidité nouvelle, presque fébrile. Il regarda d'abord Megan, puis le chien, et comprit immédiatement qu'un événement crucial était en marche. « Il veut que nous le suivions », dit-il simplement, la voix basse mais ferme. Megan hocha la tête, et tous deux, en silence, emboîtèrent le pas au chien. Celui-ci descendit les marches de l'escalier principal, traversa le long hall, puis s'arrêta devant la porte d'entrée, comme s'il hésitait entre l'intérieur rassurant et le dehors encore glacé. Il poussa doucement le battant avec sa patte, et un souffle d'air froid entra dans le manoir. La neige s'était calmée, mais l'extérieur restait enveloppé d'un manteau immaculé et silencieux. Le labrador sortit sans attendre, puis se retourna pour s'assurer qu'il le suivait. Megan resserra son manteau autour d'elle avant de franchir le seuil. Thomas n'avait pas pris le temps de se couvrir pleinement, comme si la curiosité et l'appréhension prenaient le pas sur la prudence. Ensemble, ils avancèrent dans la neige fraîche, leurs pas s'enfonçant dans la blancheur jusqu'à leurs chevilles. La nuit était encore noire, mais l'air avait changé. Une clarté diffuse, presque lunaire, baignait le paysage. Le chien trottait avec assurance, dirigeant ses pas vers un endroit précis à l'arrière du manoir. Ils marchèrent jusqu'à atteindre une zone où la neige semblait anormalement remuer. Le labrador s'arrêta, tourna plusieurs fois sur place, puis se mit à creuser avec une énergie fébrile. Megan sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. Thomas s'approcha lentement, la lampe à la main, scrutant chaque mouvement de l'animal. Et bientôt, quelque chose apparut dans la neige, un objet rectangulaire, dur, noirci par l'humidité. Thomas tomba à genoux, ses mains tremblantes retirant le reste de neige pour dégager l'objet. C'était un carnet épais, usé, mais protégé par une couverture résistante. Megan sentit immédiatement que ce n'était pas un objet ordinaire. Thomas ouvrit lentement le journal. À mesure qu'il parcourait les premières pages, son visage se décomposait, passant de la stupéfaction à la douleur, puis à une forme d'espoir dévasté. Il partagea le carnet avec Megan, et elle lut les mots écrits d'une écriture soignée, tendue, extrêmement précise. C'étaient les mots de Jonathan Hale. Des mots qui racontaient comment il avait simulé sa propre mort pour pouvoir travailler sous couverture. Des mots qui détaillaient sa lutte contre Marcus Voss, les preuves qu'il avait rassemblées, les rencontres clandestines, les sacrifices, les risques, les nuits à craindre que tout ne s'effondre, et surtout des mots qui expliquaient comment il avait confié à un chien, ce chien, la mission de guider vers la vérité ceux qui seraient dignes de confiance. Ranger était son nom. Ranger, gardien silencieux de ce que Jonathan avait construit.
Le labrador s'assit à côté d'eux, immobile, comme s'il comprenait la portée de cet instant. Dans la dernière page lue par Megan, Jonathan écrivait qu'il avait tout caché dans un lieu sûr, sur la propriété, et que lorsque le moment viendrait, Ranger saurait amener les bonnes personnes jusqu'à lui. La gorge serrée, Megan releva la tête vers Thomas. Il semblait bouleversé, comme si une partie de lui-même venait d'être ressuscitée. Elle vit dans ses yeux la douleur de la perte, mais aussi une lueur nouvelle, lueur d'une vérité enfin révélée après des années de solitude et de deuil. Ranger se remit à marcher et ils le suivirent jusqu'à une section de terrain où la neige formait un léger renflement inhabituel. Thomas fit glisser la lampe autour de lui, scrutant le sol, avant de remarquer une anse métallique dépassant légèrement sous la poudreuse. Son souffle se bloqua dans sa gorge. D'un geste brusque, il dégagea la poignée, puis souleva une lourde trappe qui révéla un passage obscur menant à un escalier de béton. Une odeur froide et sèche s'en échappa, signe que l'endroit avait été scellé depuis longtemps. L'escalier descendait dans un sous-sol vaste, aux murs de béton renforcés. Une lumière automatique s'alluma lorsque leurs pas résonnèrent dans le couloir, illuminant une pièce où s'entassaient des cartons étiquetés, des classeurs remplis de documents, des cartes, des photos, des dossiers numériques, tout ce qu'un homme en mission pouvait collecter durant des années de travail clandestin. Au centre se trouvait un bureau, et sur celui-ci, une enveloppe portant le nom de Thomas. Celui-ci la saisit avec des doigts tremblants, et après un moment d'hésitation, il l'ouvrit. La lettre à l'intérieur était courte, mais elle contenait tout ce qu'il devait entendre. Jonathan lui expliquait qu'il serait bientôt de retour, qu'il n'avait jamais cessé de se battre, que la chute de Voss était proche et qu'il comptait sur lui pour protéger ce lieu jusqu'à la fin. Megan détourna les yeux pour lui laisser un instant d'intimité, mais Ranger regardait Thomas fixement, comme s'il attendait la suite, comme s'il savait que le temps de l'attente s'achevait. Et il avait raison, car à cet instant précis, un bruit de moteur se fit entendre à l'extérieur, puissant, maîtrisé, différent de celui du vent ou de la tempête. Thomas et Megan échangèrent un regard inquiet, puis remontèrent l'escalier en hâte, suivis par Ranger. Un véhicule venait de s'arrêter devant le manoir. Au loin, dans la lumière tamisée de l'aube naissante, une silhouette descendit de l'imposant 4x4 noir. L'homme était légèrement voûté, plus âgé, portant une barbe fournie, mais ses traits étaient indéniablement ceux peints sur le portrait dans le hall. Jonathan Hale, vivant. Il avança lentement vers eux, comme s'il craignait que ce moment ne soit qu'un mirage. Ranger fonça vers lui, bondissant de joie, et Jonathan se mit à genoux pour serrer la tête du chien entre ses bras. Thomas resta immobile, figé dans un mélange de stupeur et d'émotions refoulées, avant de faire quelques pas, hésitant, comme s'il devait redécouvrir l'existence de son meilleur ami. « Jonathan, tu es vivant », murmura-t-il dans un souffle. Jonathan leva les yeux vers lui, les siens brillants de fatigue et de soulagement mêlés. « Tout est terminé, Tom. Ils sont arrêtés. Voss est tombé. Le réseau est démantelé. Nous avons gagné. » Ces mots, simples mais immenses, se répandirent dans l'air froid du matin comme la promesse d'une nouvelle vie. Megan, qui observait la scène en retrait, sentit une vague d'émotion la traverser. Une émotion qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir en arrivant ici. Elle comprit à cet instant que ce manoir, ce chien, ces hommes, tout cela formait un ensemble singulier, une histoire dont elle n'aurait jamais dû faire partie, mais dans laquelle elle avait été entraînée parce que la vie avait décidé ainsi. Jonathan la remercia alors pour avoir écouté Ranger, pour avoir survécu, pour être arrivé jusqu'ici. Il expliqua qu'il comptait se retirer maintenant, laisser à d'autres le soin de reconstruire ce que la corruption avait détruit. Puis il tourna son regard vers le manoir, vers Thomas, vers Megan, et lui confia qu'il voulait que cette demeure retrouve la vie qui lui manquait depuis longtemps. Il leur offrit les clés symboliques de cette renaissance. Megan sentit une chaleur inattendue envahir sa poitrine, la certitude douce mais puissante qu'elle avait trouvé un refuge, un lieu où ses enfants pourraient grandir en paix, où elle-même pourrait guérir des années de souffrance silencieuse. La tempête était terminée, et avec elle, la longue nuit de secrets, de pertes et de combats intérieurs. Le soleil timide commençait à émerger au-dessus des montagnes, projetant une lumière pâle mais prometteuse sur le domaine. Ranger, debout à côté de Jonathan, leva la tête vers Megan, comme pour lui dire que son rôle à elle aussi venait de commencer. « Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. Mettez un like et partagez cette vidéo avec vos amis. Et maintenant, choisissez l'une des vidéos à l'écran. La suite de vos histoires préférées vous y attend déjà.